belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trop un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à tous, c'est Luc Geoffrey de Vinstache et bienvenue pour ce troisième épisode déjà du Podstache. Alors le Podstache, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement un podcast vin, aussi surprenant que ça puisse paraître, où Charles et moi-même avons sélectionné deux vins que nous allons vous présenter aujourd'hui. Charles, comment vas-tu ? Eh ben ça va, on a bien mangé. Oui, c'est vrai, on était à la ripaille juste avant, donc maintenant on va pouvoir embrayer sur... On va pas se mentir, c'est pas les meilleures conditions de dégustation, normalement on fait plutôt ça sur les coups de 11h, quand on a le palais un peu frais. Oui, mais c'est les circonstances de ma vie en ce moment qui font que je pouvais pas les matins. Bref, on va passer maintenant à la présentation des deux vins, et pour une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le vin rouge, juste après ce petit jingle. Le mec, pourquoi il est en France ? Pourquoi ? Ben, je vais te le dire, mon pote, parce qu'en France, on bouffe bien puis qu'on boit bien. Ben, c'est sûr, un bon couscous, un bon c'est d'Ibrahim, je te dis que ça, mon frère. Et nous sommes donc de retour pour la présentation du vin rouge. Alors Charles, dans le tout premier épisode, nous étions en Loire, dans le deuxième épisode, nous sommes partis en Ardèche, au château de la Selve. Ce coup-ci, où est-ce que tu nous emmènes ? Ah bon, on va aller dans le Beaujolais. Ah, le plus beau vignoble du monde. Alors, le Beaujolais, je pense que ce n'est pas forcément la peine de représenter le vignoble dans son ensemble, puisque j'ai déjà fait un épisode sur le nouveau, plus un épisode consacré au Gamay, qui est l'unique cépage pour les vins rouges du Beaujolais. Du coup, ce que je te propose, c'est plutôt de nous dire sur quel terroir ou sur quelle appellation, voire sur quel cru tu es parti, et tout simplement nous présenter le vin que tu as choisi. Alors en effet, je suis parti sur un cru aujourd'hui. Donc ce cru, c'est l'appellation Chirouble. D'accord. Donc Chirouble, c'est... Je me permets de t'interrompre, cru, appellation, c'est la même chose dans le Beaujolais, on est bien d'accord ? Alors oui, ce qu'on appelle les crus, c'est tout ce qui n'est pas Beaujolais et Beaujolais Village. Donc c'est Fleury, Chirouble, Morgon, tout ça c'est des crus, et tous les crus sont des appellations à part entière. Voilà. Donc Chirouble. Chirouble, donc c'est une appellation alors un peu cachée dans le Beaujolais parce que on n'y va pas par hasard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est que des petites routes qui mènent au village de Chirouble. Donc c'est un peu le cru perdu. Ouais. C'est aussi le cru où on va voir les vignerons qui vont souvent dire que c'est des vignes qui sont très difficiles à travailler. Ouais, il y a de sacrées pentes. Il y a des sacrées pentes, c'est très difficile d'accès et c'est haut en altitude. Mais justement, j'allais te le lancer là-dessus, il y a une sacrée différence entre le bas de Chirouble et le haut de Chirouble. Ah bah c'est énorme. Alors ça va vraiment bas, mais c'est vraiment une petite partie en bas. Hein. Donc ça va vraiment bas, c'est sûr. Mais le gros de l'appellation est quand même vraiment en altitude. Donc ça va aussi vraiment haut. Alors vraiment haut, hein, c'est 500 mètres d'altitude. Hein, ce qui est déjà pas mal pour du vin. Ce qui est déjà pas mal. Mais on va descendre facilement à 250. Et donc il y a un gros dénivelé entre le bas et le haut. Et c'est vrai qu'on est un peu enclavé dans une sorte de cirque quand on va à Chirouble. C'est ça. Et dans un cirque même caché parce que de loin on la voit pas trop cette appellation. On voit vraiment tous les morgons, on les voit très bien. Dès qu'il y a la colline, après les morgons, c'est les Chiroubles, mais du coup c'est caché. Et puis après quand ça redevient un grand espace, c'est Fleury. Donc voilà, c'est vraiment enclavé entre Morgon et Fleury. Et alors, en termes de réputation, j'ai souvent entendu dire que Chirouble était peut-être un peu derrière d'autres crus plus emblématiques comme Moulin à Vent, Morgon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer ça ? Alors, il y a quelque chose qui peut expliquer ça, c'est déjà le nombre de bouteilles produites. Donc la force de l'image de l'appellation en termes de volume. C'est un petit cru ? Alors c'est un petit cru, ça fait 350 hectares, donc par rapport à Fleury ou à Morgon, surtout Morgon, c'est vraiment des petites quantités. Donc du coup on a, par rapport à la vision de Chirouble, comme on a beaucoup moins de Chirouble, les gens connaissent moins, donc c'est moins réputé forcément. Et alors pourquoi toi tu as voulu partir sur cette appellation ? Parce que c'est une appellation qui, vu qu'on n'en parle pas assez, qui est tellement bien en termes de qualité que je voulais un peu la défendre. Et alors pourquoi bien en termes de qualité ? Est-ce que ça vient des sols ? Est-ce que ça vient de la génération ? Comment ça... Moi qui suis amoureux du Beaujolais, notamment de Morgon et de Fleury, une appellation qui est entre les deux, normalement ça se passe bien. Voilà. Et en effet, évidemment, c'est comme de partout,
tout n'est pas bon à Chirouble, mais il y a quand même une grosse poignée de vignerons là maintenant qui travaillent vraiment magnifiquement bien, quoi. Et ça donne des vins avec une vraie personnalité dans le Beaujolais. Et une particularité du cru aussi, c'est que c'est quasiment que de l'arène granitique, si je me souviens bien. Ah bah là, oui, c'est... donc, déjà, on n'a pas de calcaire dans le Beaujolais, dans les crus du Beaujolais, il n'y a pas de calcaire. Mais là, on est vraiment sur des arènes granitiques, mais même sur des profondeurs de sol très faibles. Ouais. Et alors, sauf le... C'est pareil, on en parlait tout à l'heure, sauf le bas, vers Grand Pré, là, donc il y a une partie qui s'appelle Grand Pré. Vers cette partie-là, là, il y a des sols déjà plus profonds. Mais c'est 10% de l'appellation. Ouais. Le gros de l'appellation, c'est vraiment des faibles sols en pente et en arène granitique. Et donc, alors, sableux dans le style. Quel vigneron qui se retrouve dans des pentes et sur des sols sableux as-tu décidé de nous présenter aujourd'hui ? Alors, j'ai décidé de vous présenter Gilles Paris. Gilles Paris, c'est très bien. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous expliquer qui il est, un peu son parcours ? Alors, son parcours, lui, il est arrivé à la vigne en 2005. Donc déjà, aux alentours des 35-40 ans, il a décidé de monter un domaine après plusieurs activités avant. Et donc progressivement, il a commencé à travailler sur ses vins de Chirouble. Il a toujours été à Chirouble. Et d'année en année, il a compris que pour faire un vrai vin de terroir, il fallait quand même respecter le sol, respecter la vigne. Donc voilà, maintenant il travaille en bio. Alors il n'est pas labellisé, mais il travaille en bio. Et du coup, ça se ressent là maintenant vraiment dans les vins, le côté pur et pure finesse, recherche de terroir. Et donc, Charles, sur laquelle de ces cuvées est-ce que tu es parti ? Parce que, bon, on va pas cacher aux auditeurs, on est tous les deux allés le rencontrer à son domaine. Ouais. On a fait un beau moment de dégustation, d'ailleurs. On a pu goûter ses fleuris, on a pu goûter ses Chiroubles. Et donc, tu es parti sur quelle cuvée de Chirouble ? Alors, je suis parti sur la cuvée terroir de Chirouble. Ouais. Donc, c'est un assemblage de plusieurs parcelles qui entourent le domaine. Donc, le domaine est vraiment côté fleuri, par rapport à l'appellation. Oui, c'est vrai qu'on était... il nous montrait au niveau de son domaine, il y avait une colline et après on était au niveau de Fleury. Voilà, d'ailleurs, il y a une des parcelles de Chirouble qui touche une parcelle de Fleury. Donc on a juste 2 pas à faire et en fait on se retrouve en Fleury. Mais alors après, du coup, à cette délimitation, c'est vraiment un changement d'orientation. Donc on ne peut pas comparer quand même. Oui, c'est des terroirs différents. Pas les mêmes expositions, pas les mêmes vents, pas les mêmes dénivelés, etc. Et moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est quand on est parti, tu sais, faire la petite balade dans ces vignes. Moi, je dois reconnaître que j'étais absolument enchanté parce que je crois que c'est ce que je te disais, mais on était en plein après-midi, au moment où il faisait très chaud. Rappelez-vous de cette période mi-mars, on parlera peut-être du gel et de tout ce qui s'est passé dans le vignoble plus tard, dans les questions auditeurs. Mais on était en plein mois de mars, il faisait 22 degrés, on était dans cette espèce d'arène granitique fermée, en train de descendre au milieu des vignes, il y avait des moutons sur la droite qui étaient en train de pâturer, il y avait un petit ruisseau. En fait, je me serais cru dans Le Seigneur des Anneaux. Quand ils sont au début dans la comté, c'était exactement ça. Là où Gilles Paris vit, là, c'est un microcosme. C'est fantastique. Mais c'est un coin de paradis. Et puis quand je disais que c'était caché, en fait, on a l'impression vraiment d'être entouré. Oui, c'est ça, enveloppé. Et tout au bout, on voit une sorte de vallée et on aperçoit tout au loin un peu la Saône. Mais c'est vraiment au bout de la vallée, quoi. Ouais, ça fait vraiment un... C'est à part. Non, mais allez un jour à Chirouble, vous verrez, c'est vraiment somptueux, quoi. Je pense aussi au château de Javernan que j'ai déjà proposé sur la boutique où là, pareil, ils sont un peu enfermés dans un cirque. Enfin, c'est vraiment... moi, je dois reconnaître qu'en termes d'appellation, dans le Beaujolais, ça fait vraiment partie des plus beaux endroits. Ah oui. Et l'impression d'être un peu calfeutré au milieu de nulle part et que la vigne nous appartient, entre guillemets. C'est vraiment à part dans le Beaujolais. Après, il y a évidemment d'autres endroits très, très beaux. Mais là, c'est vraiment magnifique. Et donc, un assemblage de terroirs, tu nous disais, pour cette Donc voilà, assemblage de terroirs. Alors, tout à base de cépage gamay, c'est obligatoire dans l'appellation. Donc, des assemblages de terroirs, des vignes qui sont exposées plein nord, des vignes qui sont exposées plein sud. Donc, ça crée une diversité de maturité déjà dans un premier temps, et de terroirs vraiment très intéressant. Après, les vignes sont quand même toutes situées proches du domaine.
Donc on n'a pas vraiment une grande différence de terroir où il y a une vigne qui pourrait être à plusieurs kilomètres. Non, là toutes les vignes sont quand même assez proches les unes des autres. Mais avec des orientations différentes, et c'est ça le plus important. En termes de vinif, on est sur de la semi-carbo classique dans le Beaujolais. Ouais, on est sur de la macération carbonique. Typique Beaujolais. Alors semi, c'est... Après, on va lancer le débat, mais qu'est-ce qu'une semi, qu'est-ce qu'une vraie carbo? Ce qui est sûr, c'est que Gilles Paris ne fait pas de carbo strict. Ouais. Il fait une carbo beaujolaise, donc carbo où il garde le jus. Voilà. Parce qu'il y a des carbos où on enlève le jus et on le sépare. Donc non. Là, il laisse faire la macération carbonique en laissant le jus. Donc il ne touche à rien. Voilà. Donc pas d'intervention. Et puis au bout d'un moment, il presse et il continue la vinification. Et ben je propose qu'on goûte le fruit de son travail. Allez, c'est parti. Alors le nez est hyper ouvert. Très expressif, avec même pas mal de complexité. Parce que on a à la fois le côté très fruit, le côté frais écrasé. Ah oui. Ça c'est vraiment limite que voilà j'ai l'impression d'avoir la fraise dans la bouche limite quoi. Ouais. Oui, ça pète sur le fruit. Ça, ah ouais, ça pète sur le fruit. Mais derrière, t'as aussi ce côté un peu sauvage, un peu sous-bois. Vraiment le côté nature. Moi, j'ai un côté très menthol. En plus de... Je suis d'accord avec toi sur le côté fraise écrasée. Le côté aussi, comme tu dis, sous-bois. Le côté herbacé. Donc on se retrouve sur le côté déjà complexe, sur le côté... il y a le sous-bois, oui. Donc le fruit domine tout. Après il y a le sous-bois, et puis il y a aussi ce côté un peu épice, le côté poivre. Moi je l'ai bien là. Ouais. Un poivre que c'est peut-être parce que je suis influencé par le côté végétal, mais poivre blanc peut-être j'irais plutôt. Mais c'est sûr que les épices, le sous-bois. Mais c'est vrai que le nez est tellement gorgé de fruits rouges que... Alors après, donc on est sur le millésime 2018. Oui, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. On n'en avait pas parlé. Le millésime 2018 à Chirouble, c'est un millésime avec une très bonne maturité. Donc il y a eu un été vraiment chaud. Donc du coup là, on est sur un vin qui reflète très bien 2018. C'est un vin qui a quand même, pour un Beaujolais, de la puissance. Et pour un Chirouble qui a de la puissance. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est autant de fruits. C'est vraiment qu'il y a tellement de maturité que cette maturité se transforme vraiment en fruit. Voilà. Et on va mettre en bouche plus tard, mais moi quand je vois Chirouble 2018, je sais que c'est un millésime un peu avec de la maturité. J'ai un nez comme ça, je me dis que la bouche va être aussi explosive. Allons-y. C'est parti. Alors, en bouche. Alors là, il y a quand même pas mal de phases différentes. Au début, on a vraiment une attaque vraiment sur la rondeur, sur l'onctuosité, c'est souple. Ouais, c'est suave. Ah ouais, c'est vraiment cette attaque, et puis c'est fruit. C'est une attaque souple fruit. Après, on a une puissance qui arrive. Une puissance, là, du coup, on serait plus sur le côté sous-bois, écorce. Moi, j'ai... Alors, et voilà, tu rentres sur d'autres catégories d'arômes, mais oui, du coup, plus sur des arômes de fruits. Et là, vraiment, c'est volumineux. Alors, c'est volumineux en rapport avec un Beaujolais. On n'est pas sur un vin... Évidemment, un Châteauneuf-du-Pape. Ou un Châteauneuf-du-Pape ou un Bordeaux. Mais par rapport à un vin fruité, on est sur un vin fruité avec de la puissance quand même. Ah ouais, clairement. Donc ça c'est quand même super intéressant parce que on dit les vins fruités, c'est léger. Là, c'est un vin fruité avec quand même un peu de puissance et donc qui ira très bien. Alors, en apéro... là, moi, je pourrais très bien boire ça en apéro. En revanche, on peut manger sans problème avec, là. Et je trouve aussi, pour terminer un peu, qu'en termes de longueur, c'est droit. La finale, elle est droite, minérale, mais ça a une longueur, je l'ai encore en bouche, là, tu vois. Du coup... salivant, c'est... Je disais qu'il y avait beaucoup d'étapes. Alors, on a parlé des 2 premières étapes. Alors après, la finale, et puis encore plusieurs étapes dans la finale. Parce que moi, j'ai le côté un peu exotique, un peu vanillé. J'ai un côté encore un peu fruit. Il y a plein de choses en finale. C'est hyper long comme vin. Ah oui. Ce que je propose maintenant, c'est que l'on fasse comme lors de la 2e podcast, c'est-à-dire on va le laisser encore un peu s'ouvrir dans le verre, et puis on reviendra après pour le déguster et pour voir s'il y a de nouvelles choses qui nous sont apparues, mais en tout cas, très belle sélection, félicitations. Non, mais c'est pas de problème.
Et une ellipse temporelle plus tard, nous voilà de retour pour la dégustation du vin rouge de chez Gilles à Paris. Donc là, on lui a laissé à peu près une petite demi-heure pour s'aérer. Alors, Charles, au niveau du nez, au niveau de la bouche, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça a eu le temps de s'ouvrir déjà? J'ai même pas eu le temps de mettre le nez dessus. Alors, ça a eu le temps de s'ouvrir, tout en annihilant un peu le côté fruit. C'est vrai. Donc, on a moins de fruits, mais on a plus de minéralité du coup. Donc, c'est... Alors, si vous aimez la minéralité, vous carafez le vin et ça va arriver vite. Si vous aimez le fruit, il vaut mieux le boire, le boire direct en sortant de... Vous ouvrez la bouteille, vous le buvez, quoi. Moi, j'ai peut-être un radar à réglisse, mais c'est ce qui, Oui. remonte là. En bouche aussi, je trouve qu'on est plus sur la rondeur. Ça a un peu perdu peut-être en... Ah oui, ça a perdu en puissance. Ça s'est assagi, assoupli, arrondi. Limite, ça clignote un peu. Je dis peut-être une bêtise. Non, mais je tu trouve dis que... pas de bêtises. Alors là, pourquoi tu dis pas de bêtises? Parce qu'on a vraiment la cerise qui arrive par rapport à avant où c'était la fraise. Ouais. On a vraiment ce côté cerise noire. Ouais. Et toute la puissance qu'on a tout à l'heure, alors c'était pas de la puissance tannique, c'est vraiment de la puissance aromatique. Et ben, elle s'arrondit, elle s'affine. On a vraiment une minéralité très fine. C'est intéressant de le goûter aussi avec une ouverture comme ça dans le verre. Tu le conseillerais plutôt de le boire dès l'ouverture ou tu lui Oui. donnes... Ouais. Je le conseillerais. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le type de vin qui se porte bien à ça. C'est-à-dire que tu ouvres la bouteille et tu peux prendre le temps de le déguster. Et ben, ça va bouger. Ouais. Tu vas avoir du fruit au début et puis ça va redescendre. Tu vas avoir plus de minéralité. Et en bouche, c'est plus intéressant maintenant, en limite. Qu'au début. Alors que le nez était peut-être plus intéressant au début. Donc voilà, il y a deux aspects, c'est intéressant de voir ces deux aspects. Ah bah, parfait. Et pour terminer, un petit accord avec lequel tu le verrais bien? Bonne vieille planche de saucisson, le côté gras qui va venir contrebalancer la minéralité. Alors, pâté en croûte, terrine, casse-croûte. Bah, c'est ce qu'on avait fait chez Gilles. Ce qu'on avait fait chez Gilles. Alors c'est vraiment... le vin est quasiment fait pour ça, quoi. Après, sinon... il faut un saucisson lyonnais. Et bah parfait. Et bien maintenant, je crois que nous allons passer à la dégustation du vin blanc. Ah non, mais pas du tout. Je bois pas un verre de vin, je bois 6 verres de vin. Ça s'appelle de la dégustation et c'est très classe. Goût layant, puissant en bouche avec des arômes de framboise. Et nous sommes donc de retour pour le vin blanc. Et alors, ce coup-ci, si nous avons d'abord voulu commencer par le vin rouge et avant le vin blanc, c'est parce que, pour ne rien vous cacher, on était parti à la base sur... Charles, tu étais parti sur 2 vins du sud de la France, si je ne dis pas de bêtises. C'était laborieux, là. On ne va pas dire les noms, parce qu'on ne s'interdit pas de les faire pour un prochain podcast. Oui. Mais le petit souci qu'on a rencontré, en fait, c'est qu'il n'y avait malheureusement plus de disponibilité. Donc, on galérait un peu à trouver une cuvée de vin blanc. Et quand on allait déguster chez Gilles Paris, il se trouve qu'il a dû s'absenter pendant une petite demi-heure pour faire une bricole, je ne sais plus trop quoi. Et sa compagne nous a proposé, en attendant, de déguster un petit verre de vin blanc. Et comme Gilles n'a pas de chardonnay, ne produit pas de vin blanc, il nous a fait découvrir un vin blanc et on a adoré. Coup de cœur total de dégustation, on était posé sur sa terrasse en train d'admirer ses vignes de Chirouble et elle nous sort un blanc. Et là, coup de cœur absolu, on regarde la bouteille, on contacte le vigneron et hop, c'était parti. Et c'est comme ça qu'on a sélectionné la cuvée Cap de Beau 2018 du domaine des 5 Pères. Alors, pour vous faire, je vais vous faire une petite présentation succincte du vignoble et après Charles vous parlera un peu plus de Gaillac, puisque nous allons aller dans le sud-ouest. Il se trouve que je suis tombé sur un super podcast que je ne connaissais pas du tout pour le coup, qui s'appelle Les Sourires du Vin, et je vous recommande. Et il a fait une interview qui dure à peu près 1h10, 1h15 de Charles Bonnafont, le propriétaire du domaine 5 Pères. Et à écouter, vraiment, je recommande très chaudement. Je vous mettrai le lien dans la description, mais pour vous faire une petite fiche, très rapidement, Charles, c'est 28 ans, passionné de vin, il faut l'écouter, hein, il peut parler de bio, de biodynamie, il peut vous parler de ses sols, c'est comme ça que j'ai appris que notamment père, ça voulait dire pierre en occitan, d'où le domaine des 5 pères. Parce qu'il a plusieurs types de sols, différents types de sols. Il est avant sur 12 hectares, mais il en a arraché pas mal pour revenir aujourd'hui à 7 hectares, et il est principalement sur des sols calcaires, et apparemment c'est un espèce de petit coin de paradis perdu dans le sud-ouest, un vignoble sur une butte, en fait, qui donne avec une vue à 360 degrés, qui donne notamment sur les Pyrénées. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est qu'il est entouré par une forêt
où il y a de la vigne sauvage, en fait. C'est ce qui est raconté dans le podcast. Et il y avait des lambrusques, c'est de la vigne Vitis sylvestri, ou je me souviens plus du terme exact, je l'avais utilisé pour le podcast, pour l'épisode de Vinstache sur l'Alsace. Mais en gros, il y a des vignes sauvages qui ont quasiment 600 ans, qui entourent une forêt préservée de son plateau calcaire. Il y a aussi une petite rivière, la Ver, qui passe juste en dessous. Et son vignoble se décompose en gros de deux faces. Une face sud, plutôt calcaire, sur laquelle il a décidé de mettre ses raisins blancs. Et une face nord, sur laquelle il a décidé de mettre ses raisins noirs. Et nous, donc, on a décidé de partir sur sa cuvée de vin blanc Cap de Beau, avec un assemblage assez spécifique, mais ça, on y reviendra juste après. Et donc, Charles, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'appellation Gaillac, qui, c'est vrai, pour nous autres Lyonnais, qui sommes pas forcément très très proches, ne connaissons pas forcément, et même le sud-ouest a souvent été dans l'ombre de Bordeaux. C'était un peu le vin des négoces bordelais qui voulaient préserver l'image de leurs appellations, donc ça a souvent... Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Gaillac, s'il te plaît, Charles? Alors, comme Loïc vient de dire, nous on connaît pas trop Gaillac, mais en fait c'est un des vignobles les plus loin de chez nous. Voilà. Alors c'est dans cette région, heureusement d'ailleurs, c'est un des plus gros vignobles qui existe. Donc du coup, on est obligé de le connaître. Oui. Donc moi, dans toute ma carrière, j'ai goûté plein de fois des Gaillac, etc., etc. Donc c'est quand même une appellation qui est aujourd'hui mondialement connue, de fait de cette grande surface. Donc on est aux alentours des 4000 hectares, un peu moins. Donc une appellation qui a le volume... qui a un volume supérieur à toute la vallée du Rhône Nord, par exemple. Donc tout ce qui est Saint-Joseph, Creux-Hermitage, c'est tout plus petit. Voilà. Donc c'est étendu. C'est étendu, voilà. Alors c'est une appellation qui, à 90%, est soit négoce, soit cave coopérative. Ouais. Donc ça c'est le côté négatif de l'appellation. Enfin, pour moi... D'un point de vue extérieur. D'un point de vue extérieur, c'est négatif parce que il n'y a pas de recherche de qualité sur ces 90%, on va dire. Même s'ils essayent, mais c'est plutôt une, on va dire, recherche de prix et de volume. Ouais. Voilà. Ce qui fait que la qualité est moindre dans ce cas-là. Mais heureusement, avec des associations comme, je crois, c'est Terre de Gaillac à laquelle il appartient, ouais. Ils sont avec notamment le Domaine Brun, moi, que j'avais pu rencontrer, Damien Bonnet, si je me souviens bien. J'avais adoré ses vins, d'ailleurs. Je voulais essayer de vous les proposer pour la dernière fois au vin, mais je n'avais pas pu pour des raisons logistiques. Et Gaillac aussi, je vais être un peu provocateur, mais c'est une appellation qui cherche un peu en termes d'identité, ce qui peut paraître fantaisiste un peu quand on connaît l'identité sud-ouest, mais ils produisent de tout. Des blancs, des rouges, des rosés, des pétillants, c'est pas toi qui m'as dit qu'ils faisaient des vins de voile aussi là-bas? Ils font des vins de voile. Voilà, et des vins primeurs. Et... ça manque un peu. Du coup, quand tu fais tout, c'est que tu fais un peu de rien aussi, entre guillemets. C'est vrai, mais bon, il y a quand même un peu d'identité. Alors, l'identité de Gaillac, c'est les blancs. Hein. Ouais. Voilà. À la base... les rouges, c'est un peu à part. Ah oui, moi tu vois, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était plutôt les rouges qui poussaient l'appellation que les blancs. Ah bah pour moi, vraiment l'image de Gaillac, c'est blanc. D'accord. Voilà. C'est vraiment, c'est les blancs, c'est les deux cépages autochtones de Gaillac, donc qui sont le Mosaque et le Loin de l'Œil, ouais. Qu'on appelle aussi le laine de l'Œil. Donc c'est cépages vraiment, enfin les deux sont des cépages très autochtones. Il y a certains domaines qui utilisent le Mosaque pour faire des vins de voile, justement, comme les vins jaunes du Jura. Alors, vin jaune, c'est réservé au Jura. Oui. Donc, j'ai pas le droit de dire vin jaune. Oui, c'est vrai. Vin de voile. Mais vin de voile en Gaillac, c'est des choses qu'ils ont fait depuis longtemps. Et avec des très très bons résultats. Parce que c'est très difficile à faire un vin de voile. Hein, donc là, eux, avec le Mosaque, c'est un cépage qui se porte, qui arrive très bien à faire un vin de voile. Donc c'est intéressant de le savoir. Ouais. Sachant que pour l'assemblage de cette cuvée, si je ne dis pas de bêtises, on est sur 80% de Loin de l'Œil et 20% de Mosaque. Voilà, exactement. C'est une grosse dominante de Loin de l'Œil. Alors le Loin de l'Œil... Est-ce que, je me permets de te couper, est-ce qu'avant tu pourrais nous raconter l'anecdote de pourquoi il s'appelle le Loin de l'Œil? Ah bah j'ai découvert. J'allais le dire, tu vois. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Loin de l'Œil... c'est... alors l'œil, dans ce cas-là, c'est le bourgeon. Donc loin de l'œil, c'est que la grappe est loin du bourgeon. Donc en fait, la tige du raisin, elle est très longue. Elle est atypiquement longue. Et donc du coup, les vignerons l'ont appelé comme ça parce qu'il était facile à reconnaître. Ouais. Voilà.
que la grappe était loin de l'œil du bourgeon, loin de l'œil. C'est un très vieux cépage, et qui est un très vieux cépage de Gaillac, qui est une très vieille appellation. Donc du coup, voilà. Alors, je ne connais quasiment le loin de l'œil qu'à Gaillac. Il y a un ou deux à côté où je sais qu'il y a eu plantation à côté, mais sinon, c'est qu'à Gaillac, quoi. C'est vraiment autochtone, quoi. Le loin de l'œil en termes d'expression aromatique? Alors on a une palette aromatique qui est assez vaste. Donc, alors ça va donner beaucoup d'arômes de fruits à noyaux. Oui. Voilà. Abricot confit. Ouais, pêche. On a aussi une acidité qui est plus faible que le Mosaque, par exemple, qui a au contraire une acidité beaucoup plus importante. Et donc, du coup, ça va donner des vins avec quand même du volume et un peu de puissance. S'il fallait faire une comparaison, je comparerais souvent ça de la Marsanne, par exemple, ou de la Roussanne. Voilà, qui sont les cépages que l'on utilise pour l'assemblage des vins de la vallée du Rhône Nord. Voilà, les Saint-Joseph, c'est Marsanne-Roussanne. Voilà. Et donc, ça sera un peu une similitude, avec une gamme aromatique différente, mais en termes de texture, il y a des similitudes. Et j'entendais aussi Charles Bonafont du domaine des 5 Pères qui disait qu'il y avait aussi un côté assez fleurs blanches, jasmin, acacia qu'on pouvait retrouver. Et je propose qu'on passe à la dégustation et que tu nous expliques ou qu'on explique pourquoi est-ce qu'on a eu ce coup de cœur quand on était chez Gilles. Alors je précise à nos auditeurs qu'on l'a déjà ouvert il y a à peu près 1h30 quand on était à table. Charles, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu mets le nez? Alors là, au moins, il est ouvert. Voilà. Oui. Bon, il était ouvert à l'ouverture, mais là, on n'aura pas besoin de revenir dessus plus tard pour voir, si ça sert d'une traite. Voilà. Il est ouvert. Alors, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est le style de vin où tu l'ouvres, c'est direct prêt. Ah ouais, il y a d'emblée, dès qu'elle nous l'avait servi, c'était expression aromatique, quoi. Voilà, c'est le style de vin blanc que j'adore. C'est hyper aromatique, hyper ouvert au nez, mais pas du tout sur le confit, on est vraiment sur la fraîcheur. Donc on a une multitude d'arômes, mais des arômes sur le juste avant les petits fruits qu'on a pile à maturité. Ouais. Donc où on n'est pas sur le côté compoté, confituré, on est vraiment sur le fruit frais, quoi. Ouais, genre de la Mirabelle bien jaune, là. Voilà, par exemple. Alors ça, on a ça. On a pêche blanche pour moi. Ouais. Pas mal. Moi, j'ai le côté un peu blé, beurré, je sais pas trop comment le dire. Mais... T'as les céréales. Ouais. Alors moi, j'ai le côté un peu popcorn, mais parce que c'est un arôme que je retrouve de temps en temps, et je dis popcorn. Mais voilà, c'est l'arôme, c'est un arôme céréal. Voilà. Il y a la graine de sésame aussi, je l'ai un petit peu. Alors là, la graine de sésame fraîche, hein. Pas torréfiée, enfin il y a plein de variations. Grillé, effectivement. J'ai vraiment la graine de sésame. Donc voilà, une bonne complexité, vraiment très plaisante. Alors c'est explosif et hyper agréable au nez, là. En bouche, on a une attaque vraiment grasse. Voilà. On commence vraiment par un vin qui tapisse l'ensemble du palais. Après, on a l'acidité qui arrive. Donc cette acidité, tout à l'heure je disais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais ça, c'est une généralité. Un vigneron qui travaille très bien, il va toujours arriver à garder de l'acidité dans ses vins. Et bien justement, je me permets de te couper parce que dans cette interview, il disait que chez eux, l'acidité, ils ne connaissaient pas parce que les sols étaient tellement basiques. Il racontait, alors je ne pourrais pas vous donner de comparo, mais il disait qu'il était à des sols qui étaient à 2,8 de basique, alors que d'habitude c'était plus autour de 3,6. Mais que, en fait, ce qui apportait cette fraîcheur, c'était le terroir et qui apportait pureté et minéralité. C'est ce qu'il disait, donc c'est pour ça que je me permets d'embrayer, vu que tu parlais d'acidité, où il disait, voilà, eux, les sols sont très basiques, mais c'est le terroir qui permet d'apporter cette fraîcheur. Alors c'est intéressant de parler de minéralité, là. Alors, moi, j'avais pas trop de minéralité au nez, par exemple. Ouais. En revanche, en bouche, là, on la sent bien. Hein. Alors, il y a l'acidité qui tend le vin. Il y a donc cette attaque volume fruit qui arrive. Le milieu de bouche, on a vraiment ce côté calcaire caillou. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment ce milieu de bouche où il y a l'expression du terroir qui s'exprime le plus. Voilà.
Et ça, c'est vrai, cette complexité est vraiment super intéressante parce que, évidemment, en milieu de bouche, on garde le fruit de l'attaque. Il y a l'acidité qui arrive et en même temps la minéralité. Ah, c'est un vin qui est plein. Il a tout ce qu'il faut. Et puis même, en finale, on finit sur une petite amertume, mais alors, super, super agréable aussi. Ouais. Alors, c'est marrant, bouche, moi, c'est marrant de dire amertume agréable, mais en fait, si, on peut vraiment avoir une amertume agréable, comme une acidité agréable. C'est vraiment une question de qualité de la mer, quoi. Et moi, je reconnais, je suis absolument convaincu. Hein. Honnêtement, des 3 vins blancs qu'on a présentés, c'est peut-être mon coup de cœur pour l'instant. Je dois reconnaître que le nez est plein, c'est complexe, comme tu dis, en bouche, c'est droit, il y a de la minéralité, des amertumes. Vraiment... Alors, on a un côté un peu beurré au nez. On n'a pas parlé, mais ce côté beurré, c'est dû un peu à ça. Hein. Voilà, c'est vraiment... c'est ce côté élevage, mais élevage... dans un milieu sans ajout d'arôme, on va dire. Voilà, c'est l'élevage en barrique sans le goût du bois. Et alors, question pour terminer que je voulais te poser, c'est un vin comme ça, donc sur les 2 premiers vins qu'on avait présentés en blanc, que ce soit les Jardins d'Ostertag ou le Sancerre du domaine Foissy, on était quand même plutôt sur des blancs qui étaient dominés par de l'acidité. Donc là, on l'a dit, on est plus sur du gras, il y a quand même de la minéralité, mais c'est quand même très aromatique. Avec quoi tu le conseillerais en termes d'accord ? Wow. Là, on peut s'amuser avec des poulets avec des poulets rôtis agrumes. Vraiment, poulet rôti ou rôti de veau, c'est vraiment des plats qui vont bien avec les vins blancs. Parce qu'il y a de la matière. Voilà, c'est ça. Eh bien parfait, je te remercie pour ces précieux conseils. Et maintenant, nous allons donc terminer avec la nouvelle section, la section questions des auditeurs. Allez, on y va. The question of the test. On a une grosse question ? J'aurais une question à poser sur son fonctionnement. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pregunta ? Et nous sommes donc de retour pour la partie questions auditeurs. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions cette semaine, donc écoutez, on va embrayer tout de suite. Et on va commencer avec la question de Black Pepper qui me demandait dans quelle mesure sont utilisées les levures chimiques dans beaucoup de vignobles, point d'interrogation, dans les plus qualitatifs aussi, point d'interrogation. Très peu d'informations dans les fiches techniques, donc je n'arrive pas à me rendre compte. Alors, les levures chimiques, elles sont utilisées dans tous les domaines. Donc, enfin, dans tous les vignobles, je veux dire. Les fameuses levures sèches actives, comme on les appelle. Voilà, les LSA. La dominante... en France, on va dire, la dominante, c'est les levures sélectionnées. Hein. Donc, les levures indigènes, qu'on appelle les levures qui sont présentes dans l'atmosphère, sur la pruine du raisin, dans les chais, etc. Donc avec une variété très large. Il y a quand même trop peu de vignerons qui l'utilisent. Oui, la grande majorité aujourd'hui, c'est utilise des levures chimiques. 95% des vignerons qui utilisent des levures chimiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met une levure chimique dans une cuve, les levures qu'on met dans la cuve prennent le dessus sur toutes les autres, instantanément. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a qu'une souche de levure à la fin. Du coup, ça casse un peu le terroir. C'est une bonne levure, il n'y a pas de souci, oui. Mais sauf que c'est chimique et ça casse un peu le terroir. Et de toute façon, ça ne sera jamais marqué sur le dos des bouteilles. Le mec alors, va pas dire c'est souvent pas marqué sur le dos des bouteilles que le mec a mis un petit sachet dans la cuve. Hein. Clément qui nous demande sur Twitter s'il ne fallait retenir qu'un cépage, lequel serait-ce et pourquoi le Viognier ? Alors, Charles. Alors, pourquoi le Viognier pourquoi le Viognier ? En gros, la question est un peu tournée. La question est un peu tournée. Bon, et pourquoi le Viognier ? Alors, le Viognier, c'est un des cépages que je mettrais en dernier, s'il fallait le regarder. C'est pas parce que j'aime pas le Viognier, c'est parce que c'est un cépage qui ne peut pas avoir beaucoup d'acidité. Donc, il y aura forcément qu'un côté. Et moins de garde aussi. Alors, ça peut se garder, mais dans très peu de circonstances. Mais c'est un cépage qui est trop atypique pour dire que c'est celui-là qu'il faut garder. Après, voilà, quand c'est bon, c'est magnifique, hein, un Viognier. Mais, Et alors, si tu devais prendre position, un cépage blanc, un cépage rouge. Allez. Moi, je prendrais un cépage rouge. Ah oui, d'accord, oui, un cépage blanc, un cépage rouge. Alors, en rouge, je prendrais le Gamay. Ok. Alors, c'est sûr, parce que en fait, on peut tout faire avec le Gamay. Ouais. On peut faire des vins très très légers. On peut faire des vins qui ressemblent à des Bourgognes. On peut faire des vins qui ressemblent à des Châteauneuf-du-Pape.
Non, mais c'est vrai, à l'aveugle, parfois on est bluffé, quoi. Et en blanc? Et en blanc, là, mon cœur balance vraiment. Et je pense que je prendrais le Savagnin quand même. Un Savagnin? Ouais. D'accord. Ouais. Je m'attendais pas forcément à une réponse comme ça, parce que ouais, c'est vrai que Savagnin, c'est principalement dans le Jura. Ça aurait pu être le Riesling, mais ouais, je pense que le Savagnin... Ok, bah moi pour le coup j'allais être beaucoup plus classique, j'allais dire en rouge Grenache parce que c'est ce que j'aime boire, et en blanc Riesling parce que Riesling quoi. Ouais, oui. Faut-il vraiment expliquer pourquoi? Non, nous n'avons plus le temps. Tratalou qui nous demande sur Twitter, question qui peut paraître débile, mais quand tu ouvres une bouteille en étant seul, est-ce que tu te la siffles en étant seul, tu te la siffles en combien de temps? Parce que j'aime le vin, mais je bois peu en termes de quantité, et on m'a mis en garde qu'une bouteille, ça se garde 2 jours max au frigo. Alors moi pour le coup, une bouteille en général je la siffle en 3 jours. Je vais faire 2 verres un jour, 2 verres le lendemain et 2 verres pour terminer. Par contre, en termes de garde, aujourd'hui il existe des systèmes qui permettent de vider l'air et qui fonctionnent très bien. Oui, il y a les vacuvins qui fonctionnent très bien. Après, moi ce qui me dérange dans ça, c'est plutôt de la mettre au frigo. Le fait de mettre le vin au frigo va accélérer l'oxydation. Donc, c'est pas forcément ce que je recommande. Le vacuvin, c'est bien. Après, il faut aussi privilégier des vins avec une capacité d'ouverture supérieure. Moi, on prend le blanc là qu'on a goûté tout à l'heure. Là, ça, tu laisses ouvert 3-4 jours, aucun problème. Samy qui nous demande via Facebook, que pensez-vous des vins blancs de macération, particulièrement en Alsace où on en voit de plus en plus? Alors là, tu vas prendre Charles par les sentiments. Charles, qu'est-ce que tu penses des vins blancs de macération, et spécialement ceux d'Alsace? Alors, les vins blancs de macération, qu'on appelle aussi les vins oranges, on en voit de plus en plus aujourd'hui, depuis une dizaine d'années. En Alsace, pour moi, c'est le renouveau du Gewürztraminer. Le Gewürztraminer, avant, déjà se vendait mal. Donc, il y a des vignerons qui se sont posé la question, qu'est-ce que je vais faire de mes Gewürztraminer, vu que j'arrive plus à les vendre. Donc, ils ont arrêté de faire des sucres, des vins sucrés, type des vendanges tardives ou des sélections de grains nobles, et ils se sont dit, tiens, il y a un tel qui a fait un vin orange, c'est super bien, je vais voir ce que mes Gewürz donnent avec ça. Et en fait, le Gewürztraminer, c'est limite le cépage qui est fait pour faire des vins oranges. Parce que les défauts du Gewürztraminer en classique sont gommés par la macération, et tout ce qu'on ne voit pas dans un Gewürztraminer classique, là ça apparaît. Toutes les épices, parce que le Gewürztraminer c'est un cépage qui donne énormément d'épices, et toutes ces épices là elles ressortent. Et c'est vraiment magnifique quoi. Alors après, attention, un vin de macération, tu peux pas le boire tout seul ou un apéro à deux, quasiment. Compliqué. C'est vraiment des vins qui ont de la puissance, c'est vraiment des vins où il faut partager. Il faut être 4. Ouais. Moi, je dois reconnaître que je les aime beaucoup fait à partir de Savagnin. Je trouve que c'est un cépage qui se porte... C'est le Savagnin rose, donc ça donne une couleur même rosée, du coup. Alors que c'est pas en rosé. Mais... Je sais que le tout premier que j'avais goûté de ma vie, c'était celui du domaine des Bodines, justement, un tout petit domaine en Jura, bio. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans les vins de macération. Je dois reconnaître, moi, c'est un peu moins ma came. C'est peut-être ma conception du vin, mais c'est vrai que d'avoir des vins qui sont tant structurés, avec tant de matière, sur des blancs, des fois ça me fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps en faire un, mais je dois reconnaître que je cours pas forcément plus que ça derrière. On enchaîne avec la question d'Andrews qui demande via Instagram, dans le cas du gel qui a touché les vignes récemment, c'est vrai qu'il y a eu des épisodes absolument cataclysmiques. Si celle-ci arrive tout de même à produire du raisin, y aura-t-il un quelconque effet sur le goût de celui-ci? Alors, il y a une pensée à tous mes amis vignerons, là, où c'est assez terrible cette année. Moi, j'ose plus les appeler. Moi, j'en ai appelé quelques-uns, là, c'est assez terrible. Alors, concernant la question, c'est super intéressant. Alors, en fait, une vigne, quand elle gèle, c'est les premières feuilles vont mourir. Les bourgeons qui commencent à sortir vont mourir aussi, entre guillemets. Mais il y a toujours des contre-bourgeons qui sont cachés et qui peuvent ressortir après. Après, s'il y a eu des moins 9, des moins 10 à fuisser, par exemple, là, c'est violent. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont arriver à sortir, mais ils ne vont pas arriver à sortir beaucoup. Et puis même certains bourgeons qui ont l'air intacts peuvent quand même avoir été touchés finalement. Oui, alors après, non, vraiment, les contre-bourgeons qui ne sont pas sortis sont quand même protégés. Voilà. Donc, eux vont sortir, mais est-ce que ça va être fructifère ? On ne sait pas trop. Donc, on a une estimation. Donc, Sud Beaujolais, ils estiment la perte à 70%.
Enfin, il l'estimait il y a 3-4 jours. Alors, faut voir ce qui s'est passé pendant 3-4 jours. On y viendra justement parce que la question suivante, c'était la question de Baptiste qui me demandait aussi comment est la situation dans le Beaujolais suite aux dernières gelées. Aura-t-on notre pot de Beaujolais nouveau dans les bars lyonnais en automne prochain? Ah bah je vais faire les deux questions à la fois du coup. Voilà. Alors, bah du coup, Sud Beaujolais, ils ont été un peu plus touchés qu'au Nord. Ouais. Voilà, mais bon, j'avais au entendu Nord... 60-70% pareil. Alors, et Nord 30%. Le sud là, ils ont 70%, 70-80% environ de gelée là. Donc, ils ne feront que un quart de leur récolte, environ. Il y aura du Beaujolais nouveau. Le consommateur va pas trop le voir, la différence. Parce que les Beaujolais nouveaux, c'est que sur réservation. Donc ça veut dire que moi, mon pote qui est à côté, qui fait du Beaujolais nouveau, je vais lui dire, tu m'en mets 6. Lui, il va noter 6. Tac. Et puis après, il va faire une quantité de Beaujolais nouveau qui correspond à ce qu'il a eu en commande. Donc, Beaujolais nouveau, on va pas avoir de différence. On va avoir de différence sur les productions des cuvées sur les productions classiques, quoi. Voilà. En ce qui concerne la qualité du vin, en fait, ça va limite améliorer le vin. Oui, parce que ça va être plus concentré. Parce que ça va être plus concentré, c'est ça. Comme la vigne a besoin de faire... fait moins de raisin naturellement, elle est moins fatiguée. Et du coup, elle donne plus de choses positives au raisin. Tony qui demandait via Instagram quel pays devrait être plus reconnu niveau vin. Allez, un pays. Alors, je sais pas à quelle échelle, parce que... Un pays. Bon, moi, je vais commencer par répondre. L'Allemagne. Je trouve qu'en termes de blanc, les Riesling allemands sont tellement sous-cotés. Il n'y a pas longtemps, avec un copain, on s'est ouvert une bouteille d'un Riesling allemand. Je ne me souviens plus de la région exactement. À 10 ans d'âge, ça commençait à avoir cette odeur d'huile moteur bateau. C'est les odeurs d'hydrocarbures. Moi, sur les vieux Riesling, je suis absolument fan et je trouve que l'Allemagne est tellement sous-cotée en termes de vin blanc. Donc voilà, pour moi, ça serait l'Allemagne. Et voilà, pourtant, mon père me parlait tout le temps de Séville 82, mais voilà, je dois bien reconnaître qu'en termes de blanc, je les trouve très sous-cotés. Et en rouge, je dirais pour peut-être l'Argentine, ou voire la Nouvelle-Zélande pour ses pinots noirs. Charles? Alors, la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est pas sous-coté. Ah ouais? Ouais, je pourrais pas. Sinon, je dirais ce genre de pays. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est pas sous-coté. Pour moi, c'est quand même bien coté en France, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'importations, donc t'en vois pas beaucoup. Oui. Voilà. Non, moi, je pense à la Hongrie. Alors, pas forcément les Tokai. Pas forcément les Tokai. Voilà. Pas forcément les vins sucrés, mais tous les vins à côté du lac Balaton, par exemple, parce qu'il existe donc, beaucoup de vins sucrés en Hongrie, mais aussi beaucoup de vins rouges, beaucoup de vins blancs secs. Les fameux francs bleus. Il existe plein de choses. Et il y a des choses qui sont merveilleuses, quoi. Alors moi, quand je suis allé à Budapest il y a quelques années, c'est vrai que j'étais allé dans un bar à vin qui aussi était distributeur sur Budapest pour d'autres établissements, qui avait une large sélection. Et donc, du coup, j'avais pris 6-7 bouteilles, sur place et à emporter. Et voilà, j'avais eu des émotions vraiment incroyables, quoi. Et du coup, je les avais re-référencés au bar à vin, etc. Et c'était bien. Ouais, mais on a souvent des émotions quand on va à Budapest. Oui. Les marchands de vin qui me demandent sur Instagram à quand une émission en direct de Paris et pourquoi pas avec un petit public. Bon, alors autant dire qu'en ce moment avec le Covid, c'est pas forcément la meilleure des idées. Émission en direct à Paris, quand on sera à la 100e. Allez. Margot qui demandait sur Instagram plus sérieusement comment tu t'y prends pour dénicher tes pépites, tu te fies à des ouvrages, des critiques, travailles-tu seul ou avec une équipe, es-tu un professionnel? Alors bon, professionnel, j'espère que oui maintenant depuis le temps que je travaille dedans. Non, après c'est classique, aller sur les salons, les salons les plus qualitatifs possibles, type les millésimes bio, tous les salons qui sont en off. Quand j'allais chez Charles, quand il avait son bar à vin, je pouvais piocher dans certaines de ses références. Donc voilà, c'est du métier de caviste, entre guillemets, de faire des sélections, d'avoir des agents, des fois, qui viennent me présenter des choses. Et puis voilà, je pourrais un peu ressortir la tirade d'Edouard Baird sur la vie, les rencontres et tout ça, mais voilà, en gros, ça se fait comme ça, il n'y a malheureusement pas de secret. Et j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir faire les sélections, et c'est ce qui me manque un peu ces derniers temps. Et enfin, pour terminer, Marin qui me demandait sur Instagram, salut, je ne pense pas que ça mérite une vidéo, mais que penses-tu du WSET? Et bien justement, si, ça tombe bien, parce que ce sera l'une des prochaines vidéos que je vais réaliser, où je vais parler du WSET, d'où est-ce que ça vient, à quoi ça sert, est-ce que ça a une valeur sur le marché de l'emploi.
Donc voilà, désolé, je réponds et en même temps je ne réponds pas, mais ça sera l'occasion d'une vidéo. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Charles, je te remercie une nouvelle fois pour le temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. Et puis, donc pour rappel, les 2 cuvées qui ont été sélectionnées, c'était en blanc le Cap de Beau du domaine des 5 Pères millésimé 2018, et en rouge, c'était le Chirouble de chez Gilles Paris, la cuvée Terroir, aussi millésimé 2018. C'est à retrouver sur Vinstache la boutique, www.vinstache.com. Charles, à bientôt. À bientôt Loïc.